Commencer par le docteur. C'est le docteur David Lejeune qui travaille dans un SSR du centre Ilang-Ilang à La Réunion et qui va nous parler sur la physiopathologie. La physiopathologie, les mécanismes et les facteurs prédisposants aux plaies chroniques. Merci de me donner la parole. Oui, je tiens d'abord à remercier Ruben, parce qu'il y a quelque temps, il m'appelle pour me demander si je veux venir à ce joli congrès. Je dis, j'étais un petit peu occupé. Oui, mais c'est la 10e année, il vient quand même. Bon, tu es quand même un petit peu occupé. Puis il me dit, viens parler des plaies. Alors là, j'ai dit, ok, pas de souci, j'arrive. Donc on va voir ensemble les problèmes en relation donc, avec les escarres, qu'est-ce qui font leurs particularités, surtout qu'est-ce qui constitue ces plaies et éventuellement qu'est-ce qui fait qu'elles sont si compliquées à guérir et pourquoi elles se chronicisent. Donc, quelques rappels un petit peu généraux. Donc, il faut savoir que ce problème des escarres et d'une manière plus générale, le problème des plaies est un problème énorme sur lequel il est très intéressant de se pencher. À peu près 2,5 millions de plaies créées, je parle de la France métropolitaine, un demi-million de plaies qui se chronicisent. Donc, on a à peu près une plaie sur 5 qui va se chroniciser et donc constituer des complications. Vous connaissez les plaies chroniques. On peut parler des escarres, mais il y a aussi les ulcères veineux, les ulcères artériels, qui sont en nombre moins important, et le pied diabétique, pour lequel les proportions que je cite à côté, qui sont celles de la France métropolitaine, sont sûrement plus élevées à la Réunion et à l'île Maurice du fait de la prévalence plus importante du diabète. Un chiffre assez impressionnant de 8% des patients hospitalisés qui sont porteurs de plaies. Donc on est quand même sur des taux de présence de plaies qui sont quand même énormes, avec un coût très important pour la santé. Des variations très importantes de 1 000 à 150 000 euros avec une fourchette moyenne entre 15 et 50 000 euros pour la prise en charge d'une plaie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en termes de consommation de moyens, on sait que la présence de 2 plaies dans un service de 30 lits consomme presque à 40% des ressources en soins en termes de nursing, de temps de pansement et autres organisations qui doivent être pris pour la prise en charge de ces patients. C'est une problématique complexe, ça serait simple, ça serait résolu. Donc on se doute bien que si ces plaies se chronicisent et posent tant de problèmes, c'est parce que cette problématique est complexe et sur une cicatrisation qui est souvent longue. On sait qu'à peu près 80% des plaies sont cicatrisées à 2 ans, mais donc on voit qu'on est sur des durées de prise en charge très longues. On considère à peu près qu'on peut gagner 1 cm par mois et à 2 cm. Donc si on est sur des grands délabrements de 20 cm de diamètre, on peut bien s'imaginer le temps qu'il faut pour arriver à les combler. La douleur qui est constamment présente et qui est souvent peu recherchée du fait de patients mal communicants ou de circonstances qui font que le fait de devoir générer un soin avec un timing important fait que des contraintes de temps importantes font que cette gestion de la douleur est souvent négligée. Une infection, à l'inverse, qui est très souvent évoquée, qui est bien évidemment redoutée, la présence d'une réelle infection est quelque chose de grave et qui va retarder la plaie et qui peut avoir des conséquences générales sur le patient, mais elle est souvent recherchée aussi par excès, avec des attitudes iatrogènes, l'utilisation d'antibiotiques ou de protocoles qui sont inadaptés. En tout cas, en ce qui concerne les escarres sacrées ou talonnières, ce sont des situations qui sont rares, voire exceptionnelles. Dans tous les cas, c'est une situation qui est symptomatique de l'état du patient. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important et qui est sûrement la clé de sa prise en charge et de sa prévention. C'est-à-dire qu'un patient qui constitue une plaie est un patient qui va mal. Si on peut le synthétiser comme ça, je mettrai un petit peu de côté le cas des patients porteurs de déficits neurologiques type paraplégique ou tétraplégique qui constituent des plaies dans un environnement qui est un petit peu différent. Mais d'une manière générale, un patient qui constitue une plaie ou une plaie qui se dégrade est un patient qui ne va pas bien. Pathologie iatrogène, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc pathologie qui se constitue à l'hôpital. 80% des plaies sont constituées à l'hôpital, en particulier dans les services aigus, du fait de la corrélation des facteurs intrinsèques et intrinsèques à leur maximum, donc services de réanimation, services post-opératoires. Avec un impact aussi, une pertinence de la prévention qu'on va dire qui est à son maximum. On sait aujourd'hui qu'un euro investi dans le cadre de la prévention rapporte 2,38 € en termes de gestion de soins. Un impact personnel énorme. On influence directement des courbes de vie, des morbidités, l'espérance de vie du patient lorsqu'une plaie se constitue.
Voilà, tout ça c'est un lot de faisceaux qui me ferait dire, pour reprendre un célèbre philosophe français, que la meilleure façon de traiter ce problème, c'est de ne pas l'avoir, hein, très clairement. Donc le grand enjeu en ce qui concerne les plaies, c'est bien évidemment leur prévention. Alors pour que cette prévention soit fine et soit adaptée, il faut bien évidemment comprendre ce qui constitue une plaie et pourquoi elle se chronicise. En ce qui concerne la constitution d'une plaie, c'est la conjonction de deux éléments, une agression locale de la peau, qui se fait dans certaines circonstances, et la fragilité générale du patient, qui fait que cette plaie prend une ampleur, voire des conséquences qui sont souvent difficiles de rattraper. Alors déjà, un premier paradigme à éliminer de manière complète, c'est qu'il n'existe pas de peau à escarre. Les vieux ne font pas plus d'escarres ou n'ont pas de raison de faire plus d'escarres que d'autres personnes. C'est une conjonction d'éléments personnels qui font qu'on est sur une somme d'éléments qui font qu'un patient ou qu'une patiente constituera des plaies de manière importante. Donc on considère les plaies accidentelles qui sont liées à des éléments locaux d'agression de la peau, les escarres du blessé médulaire qui sont bien évidemment différentes en absence de sensations qui permettent un retrait automatique, comme vous le faites vous tous les jours, d'une sensation de pression, les escarres plurifactorielles qui mélangent bien évidemment tous les éléments, et je mettrai un petit peu à côté les escarres de la phase terminale qui nécessitent une prise en charge qui est tout à fait particulière et qui est en rapport bien évidemment avec le pronostic du patient, mais qui n'est sûrement pas le fait de ne rien faire, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Dans tous ces cas, dans tout ce listing de situations, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles sont quasiment toutes évitables. On a parlé du 8% tout à l'heure. On sait que si on mène tous des actions de prévention ou des actions coordonnées de soins, on divise ce taux par 2. Donc le levier en termes de possibilités de traitement, il est là. Voilà. Si on rentre de manière un peu plus précise sur ce qu'est une escarre et ce qui n'est pas une escarre, donc l'escarre, c'est bien une notion de compression, de nécrose ischémique de la peau liée à la compression des tissus mous entre les saillies osseuses et un plan dur qui est le lit, par exemple. Donc c'est vraiment des plaies de pression. Je trouve que le terme, pour le coup, le terme anglophone est plus adapté. On parle bien de plaies de pression ou de plaies en relation avec la pression ou de problèmes constitués dans le lit. Donc cette notion de pression apparaît beaucoup mieux. Donc dans les facteurs extrinsèques qui constituent l'accident cutané, il y a la pression, on va le revoir. Il y a le cisaillement et le frottement, ça on pourra en parler, et la macération qui bien évidemment favorise un ramollissement cutané et une agression à ce niveau-là. Donc, pour revenir très rapidement sur la pression, vous la connaissez, le derme, l'épiderme, l'hypoderme. Le derme, c'est prévu pour recevoir la pression. Le derme en dessous, on va dire un petit peu. En tout cas, l'hypoderme, c'est pas du tout prévu pour ça. Donc, lorsqu'on applique une pression sur la peau, le fait de l'écrasement dégage des lésions beaucoup plus importantes en profondeur qu'à l'extérieur. Donc, lorsque vous constatez l'apparition d'une plaie, donc classiquement d'une petite pastille, il faut se dire que sous la pastille, il y a quelque chose d'un plus important et que ça va se démasquer progressivement. Voilà. À titre d'exemple, l'occlusion des capillaires cutanés, donc la pression d'occlusion est à 14 mm de mercure. 14 mm de mercure, c'est mon doigt sur ma main. Hein, c'est quelque chose de très simple, c'est une pression très basse. Et dès qu'on augmente cette pression, les dégâts vont devenir très importants. Dès qu'on est au-dessus de 70 mm de mercure, plus de 2 heures, on est sur des lésions cutanées et sous-cutanées irréversibles. Le cisaillement, c'est plutôt un phénomène mécanique du fait du positionnement ou du mal positionnement des patients dans les lits, sur lequel le décalage entre le plan superficiel et le plan profond vont faire apparaître un plan de cisaillement qui va altérer la vascularisation, ce qui permet de classer les plaies de manière assez consensuelle. Dans toutes les classifications qui sont proposées, il y en a une qui s'est dégagée, c'est celle de la NPU-AP, qui est une classification américaine qui est maintenant très largement utilisée. Le stade normal 0, pas de problème. Le stade normal, le stade épidermique sur lequel les lésions sont superficielles. Deuxième stade, on arrive dans le derme. Troisième stade, dans l'hypoderme. Quatrième stade, c'est le grand n'importe quoi. On expose des structures qui ne sont pas du tout prévues pour être exposées. L'hypoderme, des structures graisseuses, des structures osseuses, des structures tendineuses, qui n'ont vraiment pas la capacité de réagir dans ce type de situation. Voilà. Il existe aussi un stade 0, qui est un petit peu le stade de préalerte, qui est le stade de la rougeur qui reste encore transitoire. Le stade 1 étant la rougeur permanente qui persiste, y compris lorsqu'on enlève la pression sur laquelle elle a été prévue. Je reviens un petit peu en arrière aussi sur cette classification qui s'associe aussi à une classification colorielle qui permet, avec la couleur générale de la plaie, noir, jaune, rose, qui permet de différencier aussi les stades de maturation de la plaie. Voilà.
Les constitutions, qu'est-ce qui fait qu'une plaie se constitue de manière plus importante? Bien évidemment, il y a des facteurs aggravants. On en connaît un nombre très important. D'une manière générale, je parlais d'un patient qui ne va pas bien. Vous voyez que le listing peut être long. On parle de défaillance générale, que ce soit des facteurs locaux, un mauvais état cutané, simplement la présence d'un poids très important. Mécaniquement, l'obésité va constituer ou écraser la peau de manière plus facilement. Les phases terminales qui correspondent à des défaillances générales. Toutes les comorbidités vasculaires. Vous avez vu que le rôle de toute la vascularisation sous-cutanée. Mais si on devait les synthétiser de manière plus importante, c'est vrai que en fait, tout ce qui bloque quelqu'un dans un lit, tout ce qui est trouble de la conscience, que ce soit les comas, les post-opératoires, les confusions, la sédation, et un facteur pour lequel on est absolument certain qu'il a une incidence directe, on parlera bien évidemment de la dénutrition, qui lui a un haut niveau maintenant de valeur scientifique, qui a été étayé par de très nombreuses études. Dénutrition, qui est un facteur majeur de constitution ou de chronisation de la plaie. La déshydratation, l'âge, que je mettrai de manière mineure, et surtout ce que les gériatres appellent le syndrome d'immobilisation. En fait, tout patient dans un lit est en danger. Donc à partir de là, quel que soit le motif pour lequel il y est, il faut le sortir de ce lit. Donc là, vous avez toute la myriade de pathologies qui bloquent un patient dans un lit. La première des choses à faire, c'est bien évidemment de le sortir de ce lit. À côté de ces facteurs qui sont des facteurs de constitution de la plaie, il y a aussi des facteurs de retard de cicatrisation. Les différentes phases habituelles de la plaie se stoppent, elles s'arrêtent, souvent pour des problèmes locaux, c'est-à-dire des problèmes de nécrose, de fibrine, d'hématomes à l'intérieur de la plaie, de pansements, de cellules sénescentes qui ne font pas leur rôle, de biofilms, la présence aussi de facteurs de croissance ou leur absence, ou la présence de bactéries sont des éléments qui localement vont diminuer le temps de la cicatrisation. Mais ces facteurs locaux, finalement, ils sont assez faciles à maîtriser. On a tous les outils à travers les pansements actuels ou les techniques de soins. On est vraiment sur une manière dont on peut arriver à les maîtriser. Par contre, ce qui sont des facteurs qui vont chroniciser une plaie, ce sont des facteurs plutôt généraux systémiques, pour lequel, bien évidemment, la persistance d'un trouble vasculaire local est quelque chose qui va être très très défavorable dans le cadre d'une plaie. L'existence d'une hyperpression, ou la persistance d'une hyperpression. Certains médicaments, les anticancéreux, ils ont un rôle bien évidemment délétère. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes, et surtout des éléments externes comme la persistance d'une décompensation, l'existence d'un tabagisme. Si votre patient amputé ne guérit pas, regardez par la fenêtre, peut-être vous le verrez fumer dans la cour, très probablement. Et surtout cette dénutrition. On ne peut pas parler de correction ou de traitement d'une plaie sans corriger la dénutrition. Je ferai un raccourci très simple. 100% des patients porteurs d'une plaie sont dénutris ou vont l'être. Voilà. Si on part de ce paradigme, et ça ne sert à rien d'espérer traiter une plaie si on ne traite pas cette question de dénutrition qui sera abordée tout à l'heure. Donc en conclusion, la plaie est un problème local, bien évidemment, mais surtout un défi organisationnel, puisque vous avez vu que sa prise en charge est complexe. Et on traite toujours un patient, et c'est celui-là qui est la clé, en particulier lorsqu'il est dénutri. Je me permettrai simplement de citer un ouvrage qui est disponible dans les 2 langues, puisqu'il a été fait par nos confrères américains en collaboration avec les confrères européens, qui reprend tous les éléments qui sont susceptibles d'être diffusés dans les 2 donc je conseille bien évidemment sur la partie francophone et aussi anglophone de Maurice, qui permet d'avoir tous les outils pour bien prendre en charge les plaies. Voilà. Je vous remercie.